Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale que j'ai l'honneur de co-animer avec Fortuna Broningo-Lali, journaliste, manager général de Tchelika Media, et Ernest Blanchard-Dimi, journaliste également et manager du média en ligne Brazanet. Avec eux, nous recevons Monsieur Vivien Romain Manangou, politique, enseignant à l'université Marien Ngouabi, coordonnateur du parti Debout pour le Congo et du mouvement des mécontents. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci donc, monsieur Vivien Romain Manangou, d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une question d'actualité avant d'entamer justement des questions sur ce livre que vous avez écrit, Le quinquennat transitoire pour 5 ans pour remettre le Congo sur les rails. Question d'actualité justement, le ministre d'État, ministre du Commerce, de l'Approvisionnement et de la Consommation, a donc publié une note circulaire justement interdisant aux commerçants d'importer les motos et les machettes justement dans le cadre de l'opération de sécurisation contre les bébés noirs. Vous avez lu justement cette circulaire, que dites-vous à propos? Monsieur, merci, monsieur Ngatier. Ôtez-moi d'un doute, c'est pas le même ministre qui avait déjà édicté un arrêté interdisant la vente des sachets? N'est-ce pas le même ministre qui avait pris un arrêté il y a quelque temps rappelant l'interdiction légale pour les étrangers d'exercer un certain nombre de métiers dans notre pays? Décidément, c'est un ministre qui aime bien les arrêtés fantaisistes. Parce que vous pensez que les arrêtés qu'il avait, les notes circulaires qui ont été signées avant n'ont pas été appliquées correctement? Vous avez l'impression que les sachets ont disparu au Congo? Vous avez l'impression que les étrangers n'exercent plus, ne sont plus taxis, ne sont plus boulangers, ne sont plus machin? Là, c'est pas la faute des forces de l'ordre qui n'appliquent pas justement les décisions du gouvernement. Mais pourquoi vous prenez un arrêté qui n'est pas suivi des faits? Ça fragilise le droit et l'État. Celui-ci subira le même sort que les précédents. Est-ce que vous êtes pour cette interdiction de déportation des motos et des machettes? Monsieur, pourquoi je serais pour? Pourquoi on interdirait les machettes? Est-ce que tous ceux qui se servent des machettes s'en servent pour tuer les gens? Nous sommes dans un pays où des millions des Congolais, ou peut-être des centaines de milliers, utilisent des machettes pour des activités quelquefois agricoles, quelquefois simplement des brouillards, j'en sais trop rien. Quant aux motos, quand vous allez dans l'arrière-pays, dans notre monde rural, très souvent, les motos permettent d'éviter aux ruraux de se faire piéger par des zones souvent enclavées. Oui. Et ça sert justement de transport dans ces zones-là. Donc, vous ne pouvez pas prendre des mesures comme ça sous l'émotion, sous le coup simplement de l'émotion, parce qu'il faut répondre à l'actualité, ou il faut mettre son grain de sel dans l'actualité. Cette affaire, cet arrêté va défavoriser de nombreuses populations congolaises qui utilisent les machettes pour travailler tranquillement, pour gagner tranquillement leur vie, comme ceux qui font l'agriculture, ou encore les motos, ceux qui se déplacent en moto, notamment dans les zones rurales. Donc, mais vous savez, moi je viens de vous citer deux exemples des arrêtés pris par ce même ministre qui n'ont pas été suivis des faits dans la pratique, et je pense que cet arrêté aussi, vous savez, le droit doit être adapté au contexte, à la réalité sociologique. Et donc, ceci est un arrêté superficiel qui va naviguer comme ça et qui n'aura aucun effet dans la réalité. Très bien, donc c'est donc votre point de vue par rapport au circulaire du ministre du Commerce. On va passer au vif du sujet, justement, le quinquennat transitoire. 5 ans pour remettre le Congo sur les rails. Monsieur Vivien Romain Manangou, vous parlez donc d'un quinquennat transitoire. Pourquoi, selon vous, le Congo a-t-il besoin d'une transition élective et non d'une simple alternance politique? Parce que je ne suis pas un rêveur ni un utopiste, et parce que j'aime profondément mon pays, que je considère que au moment où nous nous trouvons, l'alternance politique ne réglerait pas les problèmes que nous avons. Qu'est-ce que c'est une alternance politique? Une alternance politique, c'est très bien, c'est bien. Mais c'est le remplacement d'un régime par un autre. Okay. Bon. Et donc, vous aurez sans doute de nouvelles personnes qui... Via des élections. Hein. Via des élections, oui. Évidemment. De nouvelles personnes qui, par voie électorale, arriveraient au pouvoir. Bon. Dans le cas de notre pays, spécifiquement de notre pays, aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, l'alternance politique ne réglerait rien. Je vais vous dire. Nous avons 8200 et quelques milliards de dettes publiques. L'alternance politique n'y changera rien.
Nous avons aujourd'hui un taux de chômage qui est estimé autour pour la jeunesse, en tout cas de 41%. L'alternance politique n'y changerait rien. Nous avons des grosses difficultés. Vous voyez actuellement l'opération de la DGSP, des gros problèmes de sécurité. Ces problèmes-là ne se règlent pas par une alternance politique simplement. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important et qui va au-delà de l'alternance, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui il existe un personnel politique alternatif? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a un personnel politique alternatif qui peut aujourd'hui prétendre tout remettre à plat? Et donc, on peut le trouver dans une transition... Parce que l'idée de la transition, c'est d'aller vers des compromis. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se mettre ensemble pendant 5 ans pour essayer de remettre le pays sur les rails. Voilà l'idée. C'est-à-dire de penser d'abord à l'intérêt du pays avant de penser aux intérêts partisans. L'alternance, c'est l'intérêt partisan. C'est une opposition éventuellement qui remplacerait un pouvoir, une majorité. Bon, là, avec la transition, nous nous disons, les conditions d'une alternance politique aujourd'hui ne sont pas réunies. Là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons besoin de l'ensemble des Congolais pour construire un nouveau Congo. Fortuna Ngoulali. Oui, bonsoir Romain Vieux-Manangou. Bonsoir, M. Ngoulali. Voilà. Je vois donc le quinquennat transitoire, 5 ans pour remettre le Congo sur les rails. Un ouvrage aux allures d'un projet de société, hein, voilà, puisque quand je regarde le document, mais vous faites présenter pratiquement un programme de cette transition de 5 ans. Alors, je reviens sur ce que disait Ismaël Gatti tout à l'heure. Une question, j'insiste là-dessus. Les motivations sans lesquelles le Congo ne sera pas sa première transition. D'ailleurs, vous en parlez dans votre ouvrage. Vous citez les différentes transitions que le Congo a connues et qui n'ont en réalité pas changé les choses, ce que vous voulez faire aujourd'hui. Quelles sont vos motivations réelles? L'idée, c'est de dire que il est bon qu'à un moment donné, l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'État passe avant l'intérêt des partis. Vous savez, je parle de transition quinquennale, mais je n'invente rien en réalité. D'autres pays, d'autres États, à un moment donné de leur histoire, ont dû faire un arrêt, ont dû dire stop pour essayer de changer les choses. Ça s'est fait en Chine, ça s'est fait au Japon, ça s'est fait en France, avec le général de Gaulle en 58. L'idée, c'était de mettre fin au régime des partis. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est une tare de notre pays. Cette tare n'a pas commencé avec la gouvernance PCT. Elle a commencé dès 92 avec la gouvernance de l'UPADES, avec la gouvernance du président Lissouba, où on a vu que l'UPADES s'est vertué à avoir le contrôle, non pas simplement de la machine politique, ce qui pourrait se comprendre, mais aussi de la machine administrative. Le PCT, avec le retour du président Sassou aux affaires, fait la même chose. Aujourd'hui, il y a presque une assimilation entre l'administration et le Parti congolais du travail. Tout ceci est à l'origine de la décadence économique et sociale dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Donc l'idée de la transition, c'est de dire, nous avons sans doute raté les choses, sinon nous ne serions pas dans cette situation. Alors, arrêtons-nous un instant, parce que nous n'avons que ce pays, et essayons de le remettre sur les rails. Le temps de la politique viendra. Oui, on parlera du fond de cet ouvrage, puis je reste là encore des questions de forme. Hein. Vous avez cité les différentes transitions. Vous parlez de ça, hein, les différentes transitions que le pays a connues, mais je vous disais tout à l'heure que si vous voulez d'une autre transition, et pour tout réformer, ça veut dire que les premières n'ont pas réellement apporté les solutions à ce que vous décrivez aujourd'hui. Alors, dites-nous, quelle est la différence aujourd'hui avec ce que vous proposez et ce qu'on a déjà connu dans ce pays? Alors, la transition que nous proposons, ce serait une transition élective. C'est-à-dire que ce serait le peuple congolais qui, pour la première fois de l'histoire de notre pays, choisirait un président tout en sachant que ce président ouvrirait une transition. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons vécu des transitions qui ont été toujours des transitions imposées au peuple. Ça a été des transitions, soit des transitions... disons, militaire avec le CMP. Ça a été une transition que moi je qualifie de transition élitiste, la transition de 91. La transition de 91, le peuple n'a jamais été associé. Ça a été des gens qui se sont retrouvés dans une conférence et qui ont auto-déclaré comme souveraines. Le peuple congolais n'a jamais été associé à la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que la légitimité populaire
les institutions issues de la conférence nationale n'avaient pas de légitimité populaire, puisque les Congolais n'ont jamais élu M. Milongo, ni encore moins ceux qui ont constitué derrière le Conseil national de transition. Et donc, en 97, ça a été la transition imposée par les vainqueurs des affrontements armés que notre pays avait connus. Donc, toutes ces transitions-là, ce sont des transitions qui ont été construites sans le peuple. Un peuple captif qui a subi ces transitions-là. L'idée de cette transition nouvelle, c'est que ce soit les Congolais qui choisissent d'abord le président élu, et ensuite que ce président se place à la hauteur des enjeux, à la hauteur de la situation, pour se dire, je vais renoncer à mon statut de président classique pour ouvrir cette transition qui serait une transition qui mettrait tous les Congolais ensemble pour essayer de remettre le pays. Monsieur Manangou, excusez-moi, je vais donner la parole tout à l'heure à Ernest Dimi, mais vous êtes juriste ou constitutionnaliste, mais quel soubassement juridique vous donnez à tout cela? Parce que, par exemple, ici, j'ai une question d'un internaute qui dit, vous proposez un président de transition élu pour 5 ans, doté d'un surpouvoir encadré. Comment éviter justement que ce surpouvoir se transforme en nouvelle autocratie? Alors, le président... Quel est le soubassement juridique que vous donnez à cette transition? Le soubassement juridique... Oui. Alors, le candidat transitoire, c'est une méthode. C'est une méthode, c'est-à-dire c'est une démarche, un procédé. Le président, lorsqu'il est élu, ça veut dire que ça suppose d'abord une première chose. Il faut que le président qui soit élu accepte de jouer le jeu. Parce que tout part de là. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il se place à la hauteur de la situation. Et ensuite, une fois qu'il est élu, il organise un référendum. Et c'est là où commence la démarche juridique. Il organise un référendum. Le référendum sera à la fois constituant et sera aussi un référendum législatif, c'est-à-dire qui va permettre de mettre en place une assemblée constituante avec des députés qui auront pour mission d'écrire une nouvelle constitution, mais surtout de définir les bases d'une nouvelle république. Donc, quant au fait que le président soit un surpouvoir, nous pensons que pendant cette transition, il nous faut un président qu'on sorte le président du pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que le président ne doit pas être le chef du pouvoir exécutif pour une raison très simple, c'est que le président, en tant que chef du pouvoir exécutif, ne remplit pas les missions que la Constitution lui accorde. La Constitution fait du président un arbitre, quelqu'un situé au-dessus des partis politiques. Mais vous connaissez l'éternelle polémique autour du président Sassou, que ses partisans considèrent encore comme le président du comité central du Parti congolais du travail. Et donc, c'est un porte-à-faux avec la réalité de nos institutions, où le président est censé être au-dessus de la mêlée. Donc l'idée, c'est de dire, nous aurons bien 3 pouvoirs. Un pouvoir juridictionnel, avec des juges, un pouvoir exécutif avec le Premier ministre, un pouvoir, législatif oui, avec une chambre unique, et le président qui serait ce surpouvoir. Chambre unique, donc plus de Sénat. Plus de Sénat. Et le président qui serait ce surpouvoir, au-dessus de ces 3 pouvoirs, et qui aura pour mission de faire respecter les engagements justement de la transition quinquennale. Donc il ne disposera plus du pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire qu'il ne pourrait plus nommer et tout ça. Par contre, il aura un pouvoir, ce qu'on appelle, il sera un législateur négatif, c'est-à-dire c'est lui qui pourra dire aux députés cette loi est mauvaise, je refuse qu'elle soit adoptée. Donc il aura quand même un pouvoir, si vous voulez, ce qu'on appelle un législateur négatif, de s'opposer éventuellement à des mauvaises lois, et il aura un autre pouvoir qui sera un pouvoir de sollicitation, c'est-à-dire qu'il pourrait toujours solliciter le peuple par référendum afin de voir si la démarche gouvernementale est bonne. Comprenez bien que c'est une démarche inédite, mais qui permet de remettre le président ce qu'il devait toujours être, c'est-à-dire un pouvoir neutre, qui s'occupe des problèmes des Congolais à une certaine hauteur et non pas dans la pratique du pouvoir quotidienne qui se nous ramène à des penchants partisans. Très bien. Ernest Dimi. Je voudrais juste savoir, est-ce que tel que décrit par vous le quinquennat transitoire, 5 ans pour remettre le Congo sur les rails, ça ne paraît pas trop utopiste pour être réaliste au Congo quand on sait que, c'est vous qui venez de le dire, que les Congolais n'avait pas désigné les participants à la conférence nationale, ni celui qui était désigné pour diriger la transition qui en est sortie. Alors, au risque de répéter ce que Ismaël a dit ici, quel soubassement donnerez-vous à cette forme de gouvernance politique quand on sait que l'autorité élue, c'est-à-dire le président de la République élu, devra exercer
son mandat. Voilà. À moins que vous dites comme quelqu'un l'a écrit ici, la démocratie à l'africaine, ça serait donc une transition, une démocratie à la congolaise. Puisque c'est immonde. Ça va être particulier pour le Congo. Oui, M. Manangou, vous pouvez répondre à Ernest Dimi. Alors, M. Dimi, je comprends que vous soyez désarçonné par la démarche, parce que, évidemment, ça s'est jamais fait au Congo. Et ça s'est peut-être même jamais fait ailleurs. Donc, la démarche peut désarçonner, en effet. Elle n'est pas utopiste. Ce sont des idées que nous mettons à la disposition des Congolais. Une idée, monsieur Dimi, elle est forcément contestable, elle est forcément perfectible. Nous y croyons, nous mettons à la disposition et nous essayons de convaincre. Je vous ai dit dès le départ, le quinquennat transitoire a un postulat. C'est celui selon lequel il faut que le président, l'élu du peuple, accepte de jouer le jeu. À ce moment-là, elle n'est pas utopiste, mais elle est conditionnée par la nécessité qu'un élu considère qu'il faut se débarrasser de la pression partisane. Les partis tuent ce pays, c'est la vérité. Les partis tuent ce pays. Et donc, il faut qu'à un moment donné, quand les gens... Je vais vous dire un exemple, monsieur Ernest Dimi, monsieur Ernest Blanchard Dimi. Je n'ai jamais vu le président Sassou candidat avec la bannière du PCT. Pourquoi fait-il toujours ce choix? Et c'est déjà un début pour cette transition que vous... Peut-être, sans doute que lui-même comprend bien que ce n'est pas la base sociologique du PCT ne répond pas complètement aux aspirations du peuple congolais dans son entièreté. Je vais encore vous dire une deuxième chose. En 2016, les 3 candidats arrivés en tête, personne n'était candidat d'un parti politique. Les 3 candidats arrivés en tête en 2016, c'est-à-dire le président Sassou, le président Kolela, le président Mokoko, personne n'était candidat d'un parti politique. L'objet du quinquennat transitoire, c'est de dire, nous avons un pays qui aujourd'hui est en étau par les partis politiques. Oui. Et ça crée des difficultés dans le fonctionnement de nos institutions. Nous avons cet art-là que nous traînons depuis les années 90, où les partis veulent toujours s'accaparer de l'État, de l'administration. Et donc, avec le quinquennat transitoire, elle peut être vue comme utopiste, monsieur Jimmy. Je peux pas vous dire que c'est impossible que les gens le perçoivent ainsi. Mais notre idée, c'est de dire aux Congolais, d'autres l'ont fait, ont mis de côté les partis pour se poser des questions qui concernent d'abord l'État, d'abord la nation. Et nous essayons de mettre ça dans le débat. Ça va se discuter. D'autres peut-être rejetteront l'idée. D'autres peut-être se diront, pourquoi ne pas réfléchir et peut-être l'améliorer. Mais voilà, mais l'idée est sur la table. Alors, Vivien Romain Manangou, dans ce bouquin, le quinquennat transitoire, vous parlez de la suppression du Sénat et la création d'une assemblée constituante unique dans les propositions radicales. Dans des propositions radicales, est-ce une refondation institutionnelle ou une révolution déguisée, selon vous? C'est une refondation, ou si vous voulez, c'est peut-être une révolution, c'est-à-dire une révolution, mais par la réforme, pas par le sang, mais par les réformes. Monsieur Ngatié, PA, le Sénat n'a pas véritablement sa raison d'être dans notre pays. J'ai beaucoup de respect pour les sénateurs, j'ai beaucoup de respect pour les Congolais qui siègent au Sénat depuis des années. Mais je ne peux m'empêcher de constater qu'il s'agit d'une anomalie démocratique dans notre pays. Oui. La seconde chambre, dans les autres pays, existe principalement dans les pays où il existe ce qu'on appelle un État fédéral. Et c'est censé représenter la chambre des États fédérés, la seconde chambre. En France, où ça existe... En France, c'est un Sénat, oui. Bien sûr. En France, où ça existe, le Sénat, c'est la chambre des collectivités locales. En France, il y a 35 000 communes. 35 000 communes. Je ne vous parle pas des départements, il y en a plus de 100. Donc, le Sénat est cette seconde chambre-là qui représente ces territoires. Dans notre pays, nous avons une décentralisation qui n'existe quasiment pas. Parce que vous savez que nous avons un centralisme au Congo qui est tellement puissant que la décentralisation n'existe quasiment pas. Donc, le Sénat sert à quoi, en réalité? Ils ont un pouvoir inégalitaire par rapport à l'Assemblée nationale. Actuellement, c'est la session budgétaire. Le budget arrive où prioritairement? À l'Assemblée nationale. Si, même lorsque les députés ne sont pas d'accord, les députés et les sénateurs ne sont pas d'accord, si les sénateurs ne sont pas d'accord avec le budget des députés, il y a des commissions mixtes paritaires, mais à la fin,
c'est l'Assemblée nationale qui a le droit de priorité. Donc, même la Constitution ne place pas les deux chambres au même niveau. Et puis, il y a une autre raison que nous évoquons dans le livre, c'est la raison économique. Le Sénat, c'est à peu près presque 13 milliards par an. 13 milliards. Imaginons ce qu'on peut faire. Le budget d'État. Imaginons ce qu'on peut faire dans une période de difficulté, de tension budgétaire, tout ce qu'on peut faire avec les 13 milliards du Sénat. C'est pas simplement le Sénat, mais c'est aussi toutes les commissions consultatives qu'il faut balayer, les conseils consultatifs qu'il faut balayer, parce que ce sont des doublons. Donc ça reviendra à modifier la Constitution. Mais oui, puisqu'il y aura un référendum constitutionnel. Romain Nangou, tout à l'heure, Ernest Blanchard-Dimy parlait un peu du côté utopiste de votre proposition. Voilà, vous nous parlez d'un régime qui s'apparenterait à un régime parlementaire moniste, pour parler de ça. Et là, vous parlez de la suppression. Ce que je veux savoir, est-ce que c'est la présidence, le régime tel que conçu aujourd'hui, c'est ça qui pose problème dans le développement du pays? À quel niveau ça bloque? Le Parlement, vous avez parlé, le Sénat, vous avez parlé que c'est budgétivore. Voilà, c'est une charge en réalité qui ne devait pas l'être. On peut donc le supprimer. Mais là, vous parlez d'un régime parlementaire moniste. Alors, qu'est-ce que le régime actuel, quel est le problème du régime actuel? Alors, le régime parlementaire moniste, c'est pas celui dans lequel il y a deux chambres. Ouais. Celui-là, c'est le régime monocaméral. Le régime moniste, c'est celui dans lequel il existe une seule responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Et vous remarquerez que chez nous, c'est un régime non pas moniste, mais dualiste, puisque le gouvernement est à la fois responsable devant le président de la République et puis devant l'Assemblée, le Parlement. Mais, pour revenir à votre question, M. Ngolali, plusieurs choses posent problème. Je veux en prendre une. En parlant du Sénat. En parlant du Sénat, regardez ce qui se fait aujourd'hui avec les différents problèmes que nous avons rencontrés dans ce pays. Je prends par exemple la question de l'affaire des terres rwandaises. D'accord? Vous avez vu l'inertie du Parlement. C'est le peuple qui, le premier, a réagi. À tort ou à raison, mais c'est le peuple qui, le premier, a réagi. Les parlementaires ont été à la rescousse presque des réseaux sociaux, presque du peuple congolais. Regardez la question aujourd'hui des lois de finances. Depuis plusieurs années, on nous fait adopter des lois de finances complètement fausses, pas transparentes du tout, qui n'arrivent pas à régler les problèmes. On commence en excédent, on finit en déficit. Systématiquement, il y a bien un problème. Donc, le Parlement, c'est pas que le Sénat, le Parlement tel qu'il est aujourd'hui n'est plus à même de permettre la respiration démocratique du pays. Un Parlement est fait pour limiter le pouvoir. Si on a séparé les pouvoirs, c'est pour les limiter, pour les modérer. Pourtant, vous le disiez tout à l'heure, prenez l'exemple de la France. La France est pratiquement dans le même régime que le Congo aujourd'hui, mais pourtant, elle n'a pas les mêmes problèmes que nous. Est-ce que vous pensez que c'est réellement le régime qui pose problème, ou c'est la gestion humaine, ou c'est la gestion des hommes? Pourquoi aller toucher tout un régime quand on sait que le problème ne relève pas, c'est pas vraiment de ce régime? Mais le problème, c'est pas que le problème ne relève pas des institutions. Oui. Les problèmes relèvent aussi des institutions. Il y a un problème d'hommes, mais il y a aussi un problème. Pourtant, ça marche ailleurs. Il y a un problème institutionnel. Oui. Non. Si vous voulez, si vous regardez dans les détails, c'est-à-dire que quand vous savez, deux régimes on peut avoir deux régimes similaires dans les textes, mais l'environnement va faire que chaque régime se développe de façon différente. Une institution, c'est pas parce que vous copiez une institution que lorsque vous allez la copier chez vous, elle va reproduire exactement les mêmes résultats que l'institution originelle. Vous comprenez? Parce que nous avons d'autres pesanteurs dans notre pays qui vont faire qu'un régime peut dériver. Notre pays souffre aujourd'hui d'un problème particulier qui est l'absence des contre-pouvoirs. L'absence de contre-pouvoir. Il nous manque des contre-pouvoirs. Et le Sénat, qui devait être un contre-pouvoir, ne l'est pas. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de renforcer l'Assemblée nationale, d'une part, et d'autre part, c'est de créer des nouveaux contre-pouvoirs. Ça pourrait passer par cette fameuse chambre professionnelle que nous proposons. Nous proposons la création d'une chambre professionnelle où les gens siégeraient de façon gratuite, donc il n'y aura aucune charge pour l'État. Mais ce seraient en fait des chefs d'entreprise, des managers, des gens de la vraie vie, des vrais gens, pas les politiques, qui viendraient
pour contrebalancer quelquefois les errements de l'Assemblée nationale. Parce que, regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, par exemple, sur le plan fiscal, il y a ce qu'on appelle la règle des 4 S. Stabilité, sécurité, simulation. D'accord? J'ai oublié l'autre S. Monsieur Gatier, le 4e S. C'est pas grave. Sécurité. D'accord? Stabilité. Stabilité. Vous êtes chef d'entreprise, monsieur. L'année dernière, on a augmenté l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est passé de 28 à 30. Cette année, dans la loi de finances, ça passe de 30 à 25. Personne ne comprend pourquoi on l'a augmenté l'année dernière, pourquoi on l'a baissé cette année. En même temps, on veut augmenter l'impôt des travailleurs. Donc, il n'y a pas de lisibilité. Mais vous verrez que tous ces débats-là, vous ne l'avez quasiment pas. Est-ce que c'est le régime, ou bien les parlementaires qui votent ces lois, c'est pour ça réellement, qui représentent le peuple d'ailleurs. Ce n'est pas que, non. Quand vous parlez avec les parlementaires, ils vous le disent, mais vous le savez. Oui, beaucoup vous le disent, on ne peut pas parler. Parce qu'ils sont du même parti. On va avancer, monsieur Romain Demonangou, le transitoire. Vous êtes un opposant. Mais est-ce que en proposant ça, est-ce que vous n'espérez pas que l'opposition ait justement la chance de participer au pouvoir de notre pays? Ça veut dire que finalement, essoufflé totalement, vous n'avez pas pu pendant des années, comme au Sénégal, à renverser, à changer les choses dans le pays, à prendre le pouvoir comme on l'a vu au Sénégal. Et finalement, vous trouvez une excuse pour se faire une place sur la table du roi, et donc avec cette offre. C'est pas facile tout ça. Mais vous savez, le problème dans notre pays, c'est que quand on a des idées, on vous dit, vous voulez vous rapprocher du pouvoir. Vous pensez vraiment que pour se rapprocher du pouvoir au Congo, il faut écrire un livre, réfléchir. C'est pas vrai. Parce que tous les gens qui étaient des opposants, qui sont devenus des ministres, ont écrit des livres, ont développé des idées. Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai dit dès le départ, à un moment donné, il faut penser pays, État, avant de penser politique. Moi, monsieur, vous savez, je n'ai pas de plan de carrière. Je n'ai pas de plan de carrière. Vous pouvez être devant votre micro, s'il vous plaît. Je n'ai pas de plan de carrière. Si j'avais un plan de carrière, ça se saurait. Je n'ai pas de plan de carrière. Moi, ce que je veux, c'est développer des idées pour mon pays. Parce que j'ai l'impression que mon pays est buté et face à une difficulté et le pays n'arrive pas à surmonter cet obstacle. Très bien, mais regardez ici, rapidement, je rappelle ce que vous avez, quelques grandes lignes de vos propositions. Vous parlez donc de la transition, donc le chef de la transition, un président élu. Ça veut déjà dire que c'est pas la négociation. Bon. Puisque c'est le peuple qui choisira. C'est là encore le problème. Vous supprimez, j'ai envie de dire, une alternative, une alternance, on va dire, démocratique, comme ça se fait. Pas. Mais vous dites pas d'élection, comment ça pas d'élection cette année. Comment ça pas d'élection? Mais vous dites quand même que comment ça pas d'élection? Une transition, mais avec un président élu. Ah non, monsieur Ngolali, on n'est pas. Expliquez, apportez-nous la lumière. D'accord, on n'est pas d'accord. Puisque les élections sont en mars 2026. Ben oui. Mais vous dites quoi? On tient cette élection ou on la tient pas? Mais c'est parce que c'est le président élu. Oui. Si vous regardez dans le profil... Et donc c'est ce président qui est élu qui va donc mettre... Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous ai dit. Oui. Et quand je répondais à la question de monsieur Ernest Blanchet-Dimi sur l'utopie, j'ai justement dit, la part d'utopie peut se voir dans la perspective où il faut que le président élu... Donc en 2026? Bien sûr. Se mette à la hauteur de la situation pour dire j'ai été élu par les Congolais et pas par un parti politique. Je rentre dans la démarche du quinquennat transitoire. Ça peut être considéré comme la part d'utopie. Parce que, évidemment, si Manango est prêt à le faire, monsieur Gavé qui est... On met la démocratie de côté. Pas du tout. Puisqu'il est élu. Il est élu démocratiquement par le peuple. Ça veut dire que... Bien sûr. Le régime est le même. Et donc vous dites que vous êtes élu. Oui. Alors mettez à plat le régime qui est le nôtre aujourd'hui. Oui. Mettez à plat toutes les institutions. Et donc on remet tout à zéro. Mais parce que monsieur Golali, c'est pas le régime qui élit le président. C'est le peuple. Oui, mais la Constitution dit quoi? Mais que dit la Constitution? Vous venez même balayer la Constitution. Non, attendez. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que je vous dis qu'il y aura un référendum constituant. Donc vous êtes d'accord que le président de la République... C'est quand même un chemin, c'est bizarre. Mais non, pas du tout. Attendez. Donc vous êtes d'accord que le président de la République, je prends l'exemple Denis Sassou Nguesso sur lui en 2020. Pourquoi vous dites Denis Sassou Nguesso? Attendez. Non, attendez. Non, mais monsieur... Vous pouvez... Vous serez d'accord qu'il soit candidat? Mais attendez. Mais pourquoi il ne le serait pas? La Constitution lui permet. Oui. Mais s'il finit son mandat constitutionnel, lequel? S'il arrive à gagner en 2026. D'accord. Le prochain mandat, s'il décide
d'appliquer vos idées, vous serez d'accord qu'il soit candidat pour diriger. Comment ça pour ça? Non, attendez. Il faut qu'il apporte, c'est-à-dire que... Attendez. Il faut qu'il apporte la lumière. Il dit ceci. Attendez. Le même président qui sera élu en Alors, 2026. je ne veux pas être mal compris, mais surtout être désobligeant. Oui. Parce que j'explique que le président élu En 2026, s'il accepte qu'il rentre dans la démarche du quinquennat transitoire, il commence dès 2026. et il ne fait qu'un mandat, il peut plus être candidat. Oui, c'est-à-dire qu'en Donc, ça veut dire que, quel que soit le président élu, si c'est M. Gavé, comprenez bien que je préfère dire que c'est M. Gavé ou M. Mafoula qui sont deux opposants candidats, déjà déclarés. Aussi déjà le PCT qui Mais je ne suis pas, moi, vous aurez compris que je ne suis pas l'ami ou le partenaire politique du PCT. Donc, je préfère vous dire que M. Libongo Ngoka, qui est opposant, les candidats de l'opposition sont déjà déclarés, hein, Libongo Ngoka, Mafoula. Dans vos soutenez. Ce sont des candidats de l'opposition. Frédéric Mtiamon aussi, le pasteur Tumi. J'ai dit M. Ngolani, j'ai dit Libongo Ngoka, Dave Mafoula, et j'ai dit un troisième, M. Gavé Destin. Voilà, 3 candidats de l'opposition. Alors, déclarés, en tout cas. Je préfère vous dire que si un de ces 3-là est élu, parce que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'il rentrait dans la démarche du quinquennat transitoire, tout en sachant que c'est 5 ans et qu'il ne peut pas être candidat pour la suite. Parce que l'idée, c'est de remettre le pays sur le rail et de revenir à un fonctionnement classique. Et quel est votre rôle maintenant dans cette... Mais rien du tout. C'est le rôle d'un citoyen simplement qui a mis... J'ai une question très simple. Ouais. Quelle sera finalement la place du projet de société du candidat élu en 2026 et quelle sera également la place de la Constitution sur la base de laquelle l'élection présidentielle 2026 aura été organisée? Alors, question simple, et ça fait 2 questions. Hein. Oui. Je réponds à la première. La première, vous dites, quelle sera la place du projet de société? Mais je vais vous reprendre aussi tranquillement que ça. Quelle est la place du projet de société alors qu'on se poursuivant la marche aujourd'hui? Non, mais vous, attendez, si je réponds, attendez, mais il faut me laisser répondre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous vous engagez devant le peuple avec un projet, la réalité politique peut vous imposer une autre situation. Première chose. Vous voyez des présidents, vous avez vu la cohabitation en France. Macron, actuellement, c'est son projet qu'il est en train d'appliquer. La réalité politique l'impose autre chose. Première chose. Deuxième chose. C'est un pays en crise. Attendez, non, mais parce que le Congo est encore plus en crise que la France. Alors, sur le plan économique, social et compagnie. Alors, je vous prends autre chose, autre exemple. Mais vous voyez bien que vous faites semblant de ne pas comprendre ma démarche. Non, mais Attendez, monsieur Ngati. L'idée du quinquennat transitoire est aujourd'hui sur la table. Ça veut dire que si un président accepte cette idée, il dira devant le peuple, si moi je suis élu, je mettrai en place le quinquennat transitoire. Puisque l'idée est sur la table avant l'élection et avant que la campagne débute. Donc, si un candidat veut s'y engager, je reviens au micro, si un candidat veut s'y engager, il a le temps de le faire. Si M. Gavé, M. Mafoula, M. Libongo Ngoka, pour ne citer que ces 3-là. Il n'est pas encore candidat. Il n'est pas candidat. C'est vous, il est candidat dans votre esprit. Vous voulez qu'il soit candidat? Il n'a pas encore déclaré sa candidature. Il faut qu'il le dise. C'est un homme libre. Voilà. Peut-être qu'il dira qu'il n'est pas candidat. Attendez, laissez-le. C'est pas votre esclave, Notre monsieur. proposition, c'est que vous parlez d'un nouveau pouvoir juridictionnel. Vous parlez d'un nouveau pouvoir juridictionnel Oui. dans la transition. Vous dites que oui, je l'assume, si la justice jouait son rôle, le Congo ne serait pas dans l'état de décrépitude dans lequel il se trouve. Et si les détourneurs des deniers publics étaient sévèrement condamnés, la pratique ne serait pas devenue un sport national. Si la justice disait la vérité des urnes, le pays n'aurait pas, sans doute, pas le même visage institutionnel aujourd'hui, etc. Alors, dites-nous, dans la transition, donc le quinquennat transitoire, et quel sera donc le visage même ou l'architecture de la justice? Alors, la justice, moi, je pense, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, que c'est l'absence de justice qui explique pour une part importante ce que nous vivons dans notre pays. C'est le constat. C'est le constat. Que vous faites. C'est le constat. Que font plusieurs Congolais. Et je pense qu'une majorité de Congolais peut faire ce constat. Oui. Si vous regardez aujourd'hui la clameur publique dans l'opération de la DGSP, c'est l'absence de justice. Les Congolais n'attendaient qu'une chose, que quand les criminels Koulouna sont arrêtés, qu'ils soient effectivement arrêtés et qu'ils demeurent en prison.
jugés, condamnés, qui demeurent en prison. Je peux vous dire que si ces gens-là étaient condamnés sévèrement et gardés dans les prisons, aujourd'hui, vous n'aurez pas les clameurs populaires de ce qui se vit aujourd'hui. C'est l'absence de justice qui explique le désarroi des populations. En se disant, vaut mieux qu'on en finisse, parce que quand on les met dans... C'est ce que les gens disent. Quand ils sont dans les commissariats, machin, on les retrouve dans la rue 24 heures après. Nous sommes dans un pays quand même où des organes de l'État ont accusé des ministres sans suite. Monsieur Ngolali, au moment où je vous parle, Monsieur Sarkozy, ancien président de la République en France, est en prison. Au Congo, ancien président. Ancien. Bien sûr. Ah, bien sûr, mais je vous parle. Mais oui, mais même. Vous connaissez-vous un ancien président au Congo qui a été arrêté pour des problèmes de corruption? Même un ancien ministre. Même un ancien ministre ou un ancien député. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que. Mais nous, on a eu des ministres, monsieur Ernest Blanchard-Djimi. On a eu des ministres en exercice, un organe de l'État. À l'époque, je crois que c'était monsieur Lamir Nguélé. Je pense, il me semble. Monsieur Lamir Nguélé, qui est un organe de l'État, accuse un ministre sans pour autant derrière que aucune enquête soit diligentée dans ce sens. Et c'est un problème, la justice, c'est un problème. Alors, nous faisons des propositions. Comprenez bien que c'est une méthode. Vous parlez ici du Conseil supérieur de la justice, donc à la place du Conseil supérieur de la magistrature. Dénoncez d'ailleurs, vous dites que le pouvoir judiciaire est représenté par le Conseil supérieur de la magistrature, qui statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats. Outre les tâches évoquées, principalement celles liées à la présence des membres du pouvoir exécutif en son sein, le Conseil supérieur de la magistrature souffre d'une autre tare, qui est celle de la représentativité. Et donc, à la place, vous proposez le Conseil supérieur de la justice. Conseil supérieur de la justice, mais bon, je pense que ça, c'est une réforme. La nuance, à quel niveau entre la nuance, déjà, c'est que si vous serez sans doute surpris de savoir que les juges de la Cour des comptes ne font pas partie, ne relèvent pas du Conseil supérieur de la magistrature. Vous serez sans doute surpris d'apprendre que les membres de la Cour constitutionnelle ne relèvent pas du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont pourtant des magistrats qui s'occupent d'eux. Quand ils font n'importe quoi. Est-ce que ces livres, le quinquennat transitoire, 5 ans pour remettre le Congo sur les rails, ne peut pas être interprété peut-être comme votre projet de société, puisqu'il est établi ici que vous êtes un acteur politique de l'opposition, peut-être potentiel candidat. Est-ce que ça peut faire office de votre projet de société? Non, monsieur Djimi, parce que c'est pas si un on projet. voit dans les détails, vous avez assez de détails. Oui, c'est une méthode. C'est une méthode. Vous verrez même que. Il parlait déjà de la justice, là. Voilà. Oui, c'est une méthode. Vous verrez même que. De la corruption. Mais vous verrez. Alors, la différence, c'est laquelle, monsieur Ernest Blanchard-Djimi? C'est que nous ne tranchons pas les débats. Le projet de société, on tranche, on fait des propositions précises aux Congolais. Là, nous ne tranchons pas. Par exemple, quand nous évoquons les priorités, quand nous parlons, par exemple, de la santé, on évoque, par exemple, le modèle singapourien. Comment on traite les questions de santé là-bas. Le modèle taïwanais, le modèle thaïlandais. Vous comprenez? Les questions d'éducation, on fait pareil. C'est-à-dire que c'est une méthode. On se dit, il y a des choses qui marchent, qui réussissent ailleurs. Et est-ce qu'on peut pas? Par exemple, la question de l'enseignement des langues maternelles. L'enseignement avec les langues maternelles. Vous voyez, ça a été fait, par exemple, en Inde, ça a été fait à Singapour avec des réussites importantes. On voit bien, nous avons des enfants aujourd'hui, on vous dit, ils savent pas lire et écrire. Je vais vous donner un chiffre. 70% des jeunes Congolais, jusqu'en CM1, ne savent ni lire ni écrire en français. Mais peut-être que si on leur faisait cours dans les langues maternelles, les choses seraient différentes. Vous comprenez? Donc, il faut réfléchir à ces questions-là. Nous, on ne dit pas que c'est la science infuse. On dit, c'est une méthode. C'est pour revenir sur la justice. Oui. Je voulais quand même donner un chiffre qui est important et qui nous donne une idée de ce que nous vivons. La part de dépenses de la justice par citoyen congolais, c'est 6 000 francs CFA. Par mois? Par année. Par année. 6 000 francs CFA. Vous imaginez? La justice manque de moyens. Je ne parle pas des salaires. Imaginons, quelqu'un me faisait remarquer que si on avait arrêté tous les Koulouna, par exemple, on les mettrait dans quelle prison? Oui, donc on a des problèmes. Oui. On a des problèmes qui sont. Est-ce qu'on a besoin d'une transition pour résoudre ces problèmes? Non, mais Monsieur Ngolali, ça fait 27 ans qu'on a le régime des partis, un peu plus. Ça fonctionne pas. Est-ce que le problème c'est le régime? Est-ce que vous pouvez me reprocher de proposer des idées? Non. Mais nous pas du tout. Nous ne sommes nullement contre la proposition de ce que vous dites, mais nous sommes contre voir l'impact, la portée même de vos propositions. Oui.
sur la réalité actuelle. Ça fait pratiquement plus de 40 ans que le Congo vit ce que nous connaissons tous. Donc c'est une fatalité? Non, mais après, est-ce que le problème aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est adapté? Le problème, c'est parce que vous faites pratiquement les mêmes propositions. Moi, Non, vous pouvez pas dire les mêmes. Non, les mêmes que qui? Vous déplorez ce qu'on connaît tous. Vous parlez de la justice, c'est juste une dénomination en réalité, puisque qu'est-ce qui... Ah non! Qu'est-ce qui mais je viens de vous le dire. Mais je viens de vous le dire. Ce que vous proposez, je vous ai dit que ça. Non, enfin que ça. Mais vous n'imaginez même pas l'importance que ça. Vous n'imaginez même que la justice. Attendez, je vais vous dire. Attendez. Non, monsieur Ngolali, monsieur Ngolali. Quand vous êtes un pays qui est classé 183e dans l'indice de corruption, donc parmi les pays les plus corrompus au monde, et que vous avez des magistrats de la Cour de compte dont vous ne savez pas très bien comment ils peuvent être sanctionnés, alors qu'ils sont censés être les juges des comptes publics. Comment on fait? Vous croyez que c'est rien? Qu'est-ce qui vous emmène à accuser la justice de bourreau du peuple? Vous l'avez dit dans votre livre. La justice peut être le bourreau du peuple lorsqu'il ne dit pas. Comment? Peut l'être. Dans notre cas, je crois, à beaucoup d'égards. Regardez, les questions des partis. En tout cas, vous l'avez affirmé dans votre livre. Mais bien sûr, je vous dis, à beaucoup d'égards. À beaucoup d'égards, la justice peut être vue ainsi. Les gens, aujourd'hui, vous croyez que les Congolais ont confiance à la justice? Pas du tout, monsieur Ngolali, monsieur Ngatepea. La justice est censée être rendue au nom du peuple congolais. Est-ce que si vous demandez des Congolais dans la rue s'ils font confiance à la justice, ils vont vous dire qu'ils font confiance? Pas du tout. Très bien, on va passer sur un autre sujet abordé dans ce livre, les finances publiques et la dette. Monsieur Manangu, je vais vous poser 2 questions et je donnerai la parole à mes confrères. Vous évoquez un iceberg de la dette publique, le Congo. Est-ce que le Congo aujourd'hui est en faillite déguisée? Alors, deuxième question, vous allez répondre toutes les 2 questions. Vous affirmez que la dette a été multipliée par 3 en 10 ans. Il doit rendre les comptes. Qui doit justement rendre les comptes. Alors, est-ce que le Congo est en faillite déguisée? Les États ne tombent pas en faillite. C'est une théorie, je pense, contestable. Quand vous parlez de l'iceberg de la dette. Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est la faillite. En tout cas, les États ne tombent pas en faillite. Ça, je sais. Hein. Voilà. Oui. Les États ne tombent pas en faillite. Oui. Monsieur, et c'était pas pour être méchant. Les États ne tombent pas en faillite, monsieur Ngatepea. Mais il me semble que c'est une théorie qui est contestable parce que l'État est une personne morale comme une personne physique. Et donc, lorsque vous n'arrivez plus à assumer vos charges les plus essentielles, bon, c'est une forme de faillite, même si le terme ne s'y est pas dans le cas d'un État. Mais les responsables, c'est ceux qui sont au pouvoir depuis 27 ans. Seulement. On a tout, oui. Mais passé à vous lire, vous avez dit que c'est depuis pratiquement les temps immémoriaux, depuis que le Congo est revenu du Congo, que ces problèmes existent. Oui, bien sûr. Qu'ils n'ont pas trouvé de solution. La nécessité. Oui, ici, nous parlons justement du cas de la dette. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la dette, si vous regardez par exemple, ne serait-ce que depuis 2016, en 2016, la dette, c'était moins de 3 000. 3 000 milliards. C'était moins de 3 milliards en 2016. 2016. Aujourd'hui, on est à 8 200 et quelques. Donc, on a quasiment gagné 4 fois de dette sans pour autant que le pays ne se transforme véritablement. C'est pour ça que je vous dis, il y a une responsabilité, notamment sur les derniers quinquennats. On a laissé filer la dette et pas toujours pour les bonnes raisons. Vous, les responsables, les responsabilités, c'est connu. C'est pas monsieur Manangu, monsieur ou ceux qui sont sur ce plateau qui sont les responsables. C'est ceux qui gèrent l'argent. C'est comme l'argent de la famille. C'est celui qui gère l'argent de la famille ou ceux qui gèrent l'argent de la famille qui sont responsables des déviations. Alors, et comment la transition va-t-elle gérer cette dette? Va-t-elle permettre à ce que cette dette soit... La transition quinquennale va faire une première chose, c'est qu'elle va remettre de la transparence à tous les niveaux. De la transparence dans la gestion de la dette. Il faut faire de la dette... C'est ce qui est dit tout le temps. Non, monsieur Ngolali, vous êtes un défaitiste. C'est pas parce qu'on dit les choses... Monsieur, qui le dit? Alors, qui le dit? Mais le même gouvernement parle de la transparence, parle de la gare. Voilà. Monsieur Ngolali. Parle aujourd'hui du fameux budget programme. Monsieur vous parlez de la HALC ici. Oui, monsieur. Que vous indexez d'être faible jusqu'aujourd'hui. Exactement. Pourtant, tous ces instruments existent. Monsieur Ngolali, permettez-moi de vous dire que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le régime des apparences. C'est-à-dire qu'on met en place des institutions dont on sait pertinemment qu'ils seront inertes, mais l'objectif, c'est de reprendre, de faire bonne figure devant la communauté internationale. Selon vous, puisque quand vous décrivez, même si vous ne le dites pas clairement, on constate que c'est un problème dans la gestion du pays. Alors, dites-nous,
Est-ce que avez-vous déjà, puisque quelque part vous parlez même du portrait hein, de l'homme qui doit en réalité gérer la transition, on parlait du profil ici. Dites-nous quels sont les profils des gens qui vont mettre en œuvre le quinquennat transitoire. Mais je peux vous dire quand même l'idée sur le profil. Non, oui, les mêmes mais c'est écrit. D'abord, ils seront des Congolais. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, on n'ira pas chercher des Canadiens pour venir régler les problèmes du Congo. Ce seront des Congolais. Parce que je suis moins convaincu que parmi les 6 millions d'êtres que nous sommes, il existe des gens, et moi j'en ai rencontré dans ma vie, des Congolais sérieux, compétents, capables de faire les choses. Une deuxième chose, moi je ne crois pas aux hommes venus du ciel. Je crois en des institutions fortes. Donc ça passe par des contre-pouvoirs. C'est quelque chose de très simple. On le dit, mais il n'y a que ça qui marche ailleurs. C'est-à-dire que si on confie des responsabilités à M. Ngolali, il faut qu'on confie des responsabilités aussi fortes à M. Dimi pour qu'il puisse contrôler M. Ngolali et M. Ngolali contrôler M. Dimi. Voilà, pour contrebalancer les pouvoirs. Ces choses-là, ça fonctionne. Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, comment vous pouvez expliquer que nous sommes dans un pays où, jusqu'aujourd'hui, regardez les délinquants financiers dans ce pays, honnêtement, si on fait les choses, si la HAC faisait les choses sérieusement, on en aurait partout. Mais c'est pas forcément le ministre d'ailleurs, même si je les exonère pas. Mais ça serait déjà le chef d'établissement qui vend les notes. Ça serait, écoutez, toutes ces choses-là, bien sûr, je ne les exonère pas, évidemment. Bien sûr, j'ai dit l'enseignant qui vend les notes, donc j'ai dit l'enseignant. Je n'ai pas dit, ça peut être l'universitaire était enseignant. Et donc, ça peut être mais oui, mais je voyais bien le coup venir. Ça peut être l'inspecteur des impôts. Enfin, mais vous voyez, tout à l'heure, de mon taxi, quand je venais chez vous, j'ai vu une maison quelque part, mais bon, j'ai demandé ce qu'ici, on m'a dit que c'était un député. Bon. Très bien, sans doute qu'il gagne de l'argent en tant que député. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, on le voit même auprès des fonctionnaires de base, des administrateurs de base, qui, parfois, leur bien matériel ne peut pas justifier leur train de vie. Vous avez déjà vu réellement un travail dans ce sens-là? Donc, la question, c'est pas simplement d'avoir des institutions, c'est après une pratique. Cette pratique-là, il faut aussi une certaine légitimité pour la mener. Je pense qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui n'a plus la légitimité suffisante pour lutter efficacement contre la corruption. Si on vous comprend bien, c'est le système qui, tel que vous le dites, est certainement rouillé totalement, ne répond peut-être pas, usé, et donc il faut changer de système. Il faut complètement changer de système. On peut garder les mêmes hommes. Ah non, le changement de système va... Mais attendez, l'idée c'est pas de dire... Si je voulais vous dire qu'il faut virer tout le monde, je vous aurais dit, c'est pas grave, alternance politique, on vire tout le monde. Je suis convaincu que même dans ce système, il y a des gens qui sont corrects. Oui. Mais soyons réalistes. Mais c'est ça être réaliste, monsieur Ngolali. Jusqu'aujourd'hui, pardon, c'est ça être réaliste. Ismaël, pardon, oui. Jusqu'aujourd'hui, on sait, vous avez parlé de quelques opposants qui, aux yeux des Congolais, ou encore selon notre propre lecture, paraissent des poids plumes, pardon, de le dire comme ça, face à Denis Sassou Nguesso, qui a tous les moyens aujourd'hui. Et si en 2026, et que lui, les candidats et qu'il est réélu, et finalement, vous lui confiez ça, n'est-ce pas? Non, mais la question, c'est pas que je lui confie. C'est pas à moi de lui confier. La transition... Attendez. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas... C'est un bon profil ou pas? C'est un bon profil pour ça ou pas? Pour mettre en œuvre. Encore une fois, le profil, ce sont les Congolais qui décident du profil, parce que c'est eux qui élisent le président. Ils vont le faire en 2026. D'accord, donc ils éliront le président qu'eux, ils penseront être celui qui est le plus à même de pouvoir exercer la fonction. Mais vous le voyez ou pas? Attendez, monsieur, mais est-ce que j'écris le quinquennat transitoire pour les opposants? C'est ce qui est écrit là-bas? Donc, c'est pour le Congo. Okay. Si monsieur Denis Sassou Nguesso, candidat, se dit aujourd'hui, moi je veux utiliser cette méthode, c'est une méthode, cette méthode. Avec son parti. Grand bien lui fasse. Et c'est pour le bien du pays. Mais c'est partenaire politique. Est-ce que vous pensez que la même personne que vous décriez ici dans le livre, tous les problèmes économiques et politiques que nous avons, que la même personne peut mettre en place, que vous avez proposé ici? Monsieur Gatier. Le même pouvoir peut mettre en place? Il exonère la responsabilité humaine. C'est plutôt le système. Monsieur Gatier. Oui, monsieur Gatier. Moi je suis un juriste. Et comme juriste, j'ai appris quelque chose longtemps quand j'étais étudiant, oui. C'est que on accorde toujours une seconde chance. La seconde chance en droit, c'est quoi? C'est les degrés juridictionnels. Vous êtes condamné au premier instance, vous allez au second. Il y en a un appel, vous comprenez? Bon, si c'est une façon pour vous de permettre à certains de se rattraper?
d'une certaine façon. Si c'est pour le bien du Est-ce pays... que vous pensez qu'en 5 ans, attendez, si en 5 ans, Denis Sassou Nguesso peut arriver justement à remettre les Congos sur les rails, comme vous le dites? On est en train de prendre une déviation. Vous personnalisez. Mais justement, si les candidats, avec les candidats que vous proposez... Attendez, non, monsieur Ngati, c'est une tare de notre pays. C'est de toujours personnaliser les débats. Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il partira un jour, je lui souhaite la plus longue vie possible, mais il partira un jour. Mais on est dans l'hypothèse où il sera candidat et qu'il gagne les élections présidentielles. Vous n'en savez strictement rien. Vous n'en savez strictement rien. Vous n'en savez. Donc les candidats de l'opposition que vous avez cités gagneront devant Denis Sassou Nguesso. Monsieur, vous ne savez strictement rien. Encore une fois, vous n'en savez strictement rien. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est ce qui est curieux, c'est que l'universitaire que vous êtes, surtout l'homme politique, puisque vous êtes le coordonnateur du Parti pour le Congo et du mouvement des mécontents, vous écrivez tout un ouvrage qui est un ouvrage programme, vous dites, OK, moi, je ne le porte pas. Qui vous a dit que je ne le porterai pas? Mais quelqu'un d'autre. Mais qui vous a dit ça? Attendez, ça veut dire que vous serez candidat. Attendez, si vous faites vous-même les questions et les réponses, c'est très bien, on emballe tout et puis on s'en va. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, moi je ne suis pas de ceux qui pensent quand on a des idées, il faut les cacher pour soi. Ah non, non. Quand on aime son pays, les idées, on le met au service du pays. Très bien. Si ça peut servir, ça sert. Si ça peut pas servir, tant mieux. Okay. Alors, la question de qui porte le projet, d'accord? Ce n'est pas, encore une fois, c'est une méthode, une démarche. Tout le monde peut porter la démarche. Celui qui épouse la démarche porte la démarche. Très bien. Mais vous, dans votre intime conviction, pour parler comme les juristes, dans votre intime conviction, croyez-vous que quelqu'un qui est élu avec son programme, avec ses hommes, c'est vrai, il est le président de tous les Congolais, va-t-il vraiment mettre de côté les prérogatives que lui donne la Constitution et les droits congolais pour s'attarder, sinon s'affaisser ou s'asseoir en utilisant ceci? Je vais vous dire quelque chose, vous serez surpris. Est-ce que ce n'est pas le même Denis Sassou Nguesso qui en 91 avait renoncé à ses pouvoirs? Quelque chose lui obligeait? En 91? Oui. Il avait renoncé, bien les pouvoirs étaient retirés. Non, retiré par qui? Le contexte. Attendez, retiré par qui? Non, vous avez une condition. C'était pas le même contexte. C'était pas le même contexte, monsieur Manango. Non. Encore une fois, attendez. Pas du tout, c'était pas le même contexte. Mais attendez, vous n'en savez strictement rien à 3 mois d'une élection. Vous ne savez pas. Vous savez, tout peut changer. Vous n'en savez strictement rien. Vous avez fait cette phrase. Attendez, ça veut dire que Vivien Manango candidat. Attendez. Je vous dis ceci. Moi, je vous dis ceci. Le problème, si vous personnalisez l'affaire, tout de suite, le débat n'avance pas. Oui. Il ne faut pas personnaliser l'affaire. Très bien. Alors, moi, je vous dis, monsieur Jimmy Ernest Blanchard me demande si, dans mon intime conviction, quelqu'un qui serait élu pourrait se déposséder de ses prérogatives pour épouser, même sans que ça soit sans cérémonie devant le maire, le quinquennat transitoire. Moi, je vous reprends, monsieur Jimmy, dans mon intime conviction et dans les yeux, j'y crois. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui, à un moment donné, se disent le pays, l'État, passe avant les intérêts partisans. Moi, je veux vous dire, je n'étais pas un acteur politique en 91, pas encore, j'étais trop petit. Mais j'ai vu un chef d'État dire « j'assume ». Je crois que c'est le même. Si, au témoin d'un doute, si je me trompe. Bien sûr. Dire « j'assume ». Mais juste en face, à 7 minutes d'ici, l'autre a maté, a empêché le déroulement d'une conférence nationale. Et on sait comment ça s'est terminé. Derrière nous, juste derrière, ça dépend d'où on se situe, parce que si on est à la cuvette ouest ou on est le Niarim, en tout cas, au Gabon, pareil. Ici, le même, celui dont vous pensez qu'il est incapable de se hisser à la hauteur de la situation, l'a fait déjà une fois. Alors, donc moi, je ne préfère pas rentrer dans les têtes de gens pour s'imaginer qui pense quoi. Moi, en tant que citoyen congolais engagé, acteur politique, je mets des idées sur la table. Très bien. Les gens l'épousent ou l'épousent pas. On est vraiment, on va dépasser le temps qui nous est imparti. Vous allez poser votre question tout à l'heure, mais on aimerait également parler de vous en dehors du livre. Monsieur Vivien Romain Manango, homme politique, coordonnateur du parti Debout pour le Congo. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous serez candidat ou non à la présidentielle? Je suis convaincu que vous aurez d'autres occasions pour me poser la question.
Oh là là. D'accord. Mais écoutez, vous parlez de la population, des transitions qui ont eu lieu dans ce pays sans appui populaire, sinon de la population. Et puis votre proposition, vous pensez que les Congolais sont prêts à une transition? Je pense que la notion de transition a été dévoyée dans notre pays pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, que j'évoque dans les livres. C'est-à-dire que les transitions ont toujours été des moments de captivité du peuple. Le peuple a été toujours captif. Ça a été des transitions qui se sont faites sur le dos du peuple. Vous l'avez dit. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'une transition se fasse avec le peuple, pour que le peuple soit Mais au est-ce que ce cœur du peuple jeu. est prêt? Est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce qu'on vit dans ce pays, le peuple a vraiment besoin d'une transition qui est considérée comme un moment où on met tout à plat? Je pense que le peuple veut que les choses changent. Tu peux pas que par une transition. Monsieur Manango, est-ce Mais que... le peuple Oui. veut que les choses changent. Oui, allez-y. Et qui pouvait imaginer qu'on aurait des Congolais, tel qu'on connaît ce pays, croyants chrétiens, qui seraient en train d'acclamer des tueries dans les rues, d'assassinats ou d'élimination de criminels. Vous parlez des bébés noirs. Et voilà. Qui aurait pu penser ça de ce pays où il y a tant de chrétiens, tant de croyants? Vous voyez, le peuple, quelquefois, on a marre. Le peuple a besoin de solutions. Ma dernière question, et je crois que Ismaël nous a rappelé le temps tout à l'heure. Moi, ce qui attire mon attention, ce qui a piqué ma curiosité, surtout dans ce livre, c'est quand vous dites en finir avec la pauvreté des Congolais. Oui. Ce serait par quel miracle? Mais Si en 40 ans, nous l'avons pas pu. Mais parce qu'on n'a jamais, en 5 mais ans, parce que Monsieur Ngolali, on n'a jamais commencé. La pauvreté, elle est multiforme. La pauvreté, c'est la pauvreté éducative, c'est la pauvreté de l'énergie, la précarité énergétique. La pauvreté, c'est l'inflation. Lorsque vous prenez, nous avons fait une erreur ces 10 dernières années. Et je pense qu'il y a quelques années, j'avais réalisé une interview avec Monsieur Dimi dans son excellent journal Le Patriote. À l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, c'est Brazanet. Aujourd'hui, c'est Brazanet. À l'époque, oui, chacun a son parcours, Monsieur Dimi, vous voyez. Et donc, et je disais à l'époque que nous avons commis une belle bêtise il y a quelques années, c'est de nous jeter dans les fourches codines du FMI, pieds et mains jointes. Je me souviens. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, on en voit la catastrophe chaque jour. On en voit les catastrophes chaque jour. Vous, Non président de seulement- la transition, vous ferez quoi? Non seulement. Oui, c'est lorsque vous dites. Non, dans le livre, vos propositions, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Contre Très le bien. chômage, on n'a rien essayé. Ernest On Dimi. n'a rien essayé. Contre le chômage, on a essayé. Ernest Dimi va poser sa question. Les sommes de l'emploi, vous avez vu les mesures concrètes pour les gens non Je voudrais lire presque le dernier paragraphe, mais quelques mots seulement. Hein. Mhm. Vivien Manango croit aussi que la révolution démocratique inéluctable et irrésistible, quelle que soit la forme qu'elle prendra, finira par s'imposer. Mais la dernière phrase dit, aujourd'hui la méthode, demain un plan d'action. Et l'action, la mettez où? Vous n'avez que une méthode, un plan d'action, et il n'y a pas d'action. Si, l'action va avec le plan, parce que on a d'abord le plan, c'est la planification, puis l'action, on planifie, puis on agit. Les peuples en tirera les conséquences. Très bien. J'espère. Donc, Vivien Romain Manango, qui n'est pas d'ailleurs candidat à la présidentielle de 2026, c'est bien ça? Je vous ai dit que vous aurez l'occasion de me poser la question. On est quand même à 4. On est quand même à quelques mois Bien de sûr. l'élection présidentielle. Mais L'Union a besoin de se fixer sur... Bien sûr, mais vous pensez que tous les candidats sont déclarés? D'autres seront déclarants, d'autres ne seront peut-être pas. Je vous rappelle que le candidat, vous avez passé 20 minutes de mon émission à parler du président Sassou, il n'est même pas candidat. Non, on n'a pas parlé de président. Si. On a parlé, vous avez beaucoup parlé. Vous le savez mieux que nous qui sera candidat, monsieur. Je n'en sais rien. Oh, Encore vous une le savez. fois, monsieur Ngatier, moi, je Vous ne le- lis pas dans les pensées des gens. Vous savez Je que quand le considère- Parti congolais du travail commence à l'appeler à faire acte de candidature, vous savez qu'il sera candidat. Vous connaissez, vous, une élection où le président Sassou était candidat du PCT? Non, c'est pas... Bah, bon, bah voilà. On Donc, n'a pas ce fait n'est candidat pas du PCT. le Pour être Parti candidat, on congolais obtient du travail, ce n'est pas le Parti congolais du travail qui influence les candidatures du président Sassou, puisqu'il n'a jamais été candidat du PCT. Vous avez bien. déjà vu le logo du PCT aux élections présidentielles? Non, pas jamais. du tout. Mécontent, pourquoi? Parce que le pays est dans un sacré pétrin et que nous sommes un pays nous étions un paradis sur terre, on est aujourd'hui un enfer. Il faut en À sortir. quel moment de l'histoire, pour nous rappeler Que l'enfer a débuté? Non, qu'on était dans un paradis? On était dans un paradis? Oui. Ah non, le paradis, c'était les potentialités que la nature nous a offertes. Maintenant, il faut les transformer, ce qu'on n'a jamais réussi. Très bien. Monsieur Romain Vivien Manango, nous sommes presque à la fin du quinquennat. Monsieur Anatole Kolné Makosso, avec son gouvernement, il y a 5 ans, à diriger le Congo. S'il faut faire le bilan de ces 5 dernières années, que diriez-vous? ce qu'ils l'ont fait déjà presque ici. Hein. Ouais, c'est ce que je fais dans le livre, mais je vais vous donner simplement un chiffre. Il me semble que entre 2021 et aujourd'hui, on a gagné à peu près 2000 et quelques milliards de dettes. Est-ce que vous retenez? Attendez, monsieur, vous êtes gentil, vous.
Vous êtes gentil. 2000 et quelques milliards de dettes supplémentaires, vous pensez que c'est rien? Mais c'est tout. Ça explique beaucoup de difficultés que l'on a. Est-ce que c'est lié directement à Colline Makosso, chef du gouvernement? Je pense que non. Mais il est chef du gouvernement, donc il assume sa part. Merci beaucoup, monsieur Romain Vivien Monongo. Mesdames et messieurs, nous étions très contents de vous avoir ce soir. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale. Merci de donner votre avis par rapport à ce que notre invité a dit et à nous revoir à la prochaine occasion. Merci.